Quand on dit non, c'est non, et tant qu'on n'a pas dit oui, c'est non aussi. Et un oui, encore une fois, qui doit être librement exprimé. Le consentement sexuel, pour moi, c'est quand il y a un désir qui est exprimé, qui est extériorisé, et une relation qui est réciproque, dans laquelle les rapports de pouvoir ont été posés de façon à ce que chacun ou chacune puisse dire oui librement, joyeusement et avec désir. Quand on dit non, c'est non, et tant qu'on n'a pas dit oui, c'est non aussi. Et un oui, encore une fois, qui doit être librement exprimé. Dans les procédures pénales, pour violences sexuelles, c'est l'argument favori des agresseurs, des mis en cause et de leurs avocats. C'est-à-dire que la meilleure défense pour quelqu'un qui est mis en cause pour violence sexuelle, c'est de dire « mais elle était consentante ». Et là, tout s'arrête. Ah bon, elle était consentante? Et tout d'un coup, on passe du domaine des violences sexuelles au domaine des relations sexuelles. Puisque si elle est consentante, donc c'est une relation, donc le droit n'a rien à voir là-dedans. Et donc tout l'enjeu, c'est de bien dire que non, il n'y avait pas de consentement. Et d'ailleurs, les femmes ne disent pas « j'étais pas consentante » quand on leur demande, les femmes victimes. Elles disent « je voulais pas, il m'a imposé ». Enfin, elles n'utilisent jamais ce mot de consentement. La parole des femmes, en tant que telle, ne suffit pas. Il faut qu'elle soit étayée par un autre élément dit objectif, violence, contrainte, menace, surprise. Là, on va avoir un élément de preuve qui va dire « ah oui, ok, donc elle n'était pas d'accord vraiment ». Et en plus, on peut le prouver par quelque chose qui lui est extérieur, parce qu'on ne peut pas dépendre de la seule parole des femmes. Qu'elles sont présumées consentantes, c'est-à-dire qu'a priori d'accord, et cette présomption n'est renversée que si elles arrivent à prouver, ou le parquet arrive à prouver, le procureur de la République arrive à prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Ça, c'est le texte de droit. C'est donc un droit qui est plutôt partial, parce que s'il n'était pas, la parole des femmes aurait une validité en tant que telle, et qui favorise les systèmes de défense des agresseurs. Plutôt que de s'intéresser aux agissements de l'agresseur, on va s'intéresser à la réaction de la victime. C'était à elle de savoir réagir, c'était à elle de résister. Cette obligation de résistance, elle était inscrite dans notre droit et on l'a encore dans notre jurisprudence. C'est-à-dire quand on ouvre le code pénal, on ne voit pas le mot résistance, mais quand on regarde la jurisprudence, on voit bien que le mot résistance apparaît régulièrement. Il n'a pas compris qu'elle n'était pas d'accord puisqu'elle n'a pas résisté. Si j'ai très soif, je meurs de soif, je vois votre bouteille, je ne vais pas me jeter dessus parce que j'ai très soif. Donc oui, on va demander avant, on va s'assurer. Il s'agit là de relations humaines extrêmement intimes, dont on connaît l'impact quand elles ne sont pas voulues, quand elles ne sont pas désirées. Donc je pense que là, il y a un principe de précaution minimale. Si on est un humain à peu près respectueux de son prochain et qu'on ne veut pas blesser, je rappelle que les conséquences des viols ou des violences sexuelles sur la vie des personnes sont dramatiques, sont traumatisantes. Donc si je suis un humain à peu près normalement constitué, j'ai certainement pas envie d'imposer quelque chose qui pourrait créer des traumatismes. Donc je pense qu'il y a une sexualité qui est très joyeuse, dans laquelle on a le souci permanent du bien-être de l'autre.